Nous sommes mercredi le 8 janvier 2020. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance, c'est le rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. La coalition d'entraide des mutuelles des syndicats des enseignants s'insurge contre des syndicats qui veulent saper l'initiative de solidarité des enseignants, comme cela est apparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Vous suivez dans ce journal Victor Ndabanoué, président de cette coalition. Des élections ou enjeux politiques pour maintenir un régime médiocre. Les Burundais ne doivent pas espérer qu'il s'agit des élections pour apaiser la situation sécuritaire au Burundi. C'est à regret de Margarite Balangitse que vous allez suivre dans ce journal. Quel serait l'apport de l'or au Burundi? En tout cas, il s'agit d'une affaire d'un groupe de gens parmi les hautes autorités du Burundi. L'économie du Burundi reste à son niveau très bas. Vous aurez quelques détails sur la gestion frauduleuse de cette matière première avec l'enquête de nos collègues. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames, messieurs, bienvenue. Rebonjour. L'extraction de l'or est une réalité au Burundi dans les provinces de Cibitoke et Muyinga. Deux multinationales ont le monopole d'exploitation. L'une est canadienne et russo-libanaise. Cependant, l'attente des Burundais sur l'impact de l'or au Burundi sur son économie reste insatisfaite. L'économie du Burundi ne connaît aucune avancée qui découle de cette extraction de l'or, comme on le découvre dans cette enquête de Darlene Ilakoze. L'or est un minerai connu au Burundi depuis belle lurette. D'après les données du ministère de l'Énergie et des Mines, le sous-sol burundais est riche en or dans les provinces de Cibitoke, Muyinga, Kayanza et Bubanza. Depuis l'époque coloniale, dans toutes ces provinces, l'extraction de l'or était artisanale et informelle, ce qui a fait que la filière aurifère n'apportait pas des recettes fiscales suffisantes. Ce n'est que dans les années 2000 que les orpailleurs se sont organisés dans des coopératives dans les provinces de Cibitoke et Muyinga. Au début des années 80, les travaux du Bureau de recherche géologique et minière BRGM et du Service géologique fédéral allemand BGR ont révélé que l'or est en abondance dans le sous-sol burundais. En 2010, la production de l'or était autour de 500 kg par an. C'est dans cette même année que les compagnies multinationales ont commencé à convoiter le secteur minier du Burundi. Dans la filière aurifère, on citerait Tanganyika Mining Burundi, une société russo-libanaise qui est une joint venture entre le gouvernement burundais et la société Tanganyika Gold, dont le PDG est en russe Alexis Kuvchinov et le propriétaire Jean Gibelli. Cette société a reçu une permission de 3 ans de prospecter et d'extraire l'or dans la province de Cibitoke, commune Mabayi. Il y a aussi une autre société canadienne appelée African Mining Limited qui a également reçu un contrat de prospecter et d'extraire l'or dans la province de Muyinga, commune Butihinda, en 2018. Comme partout au monde, les Burundais espéraient que le potentiel minier contribuerait au développement économique du pays et ainsi améliorer les conditions de vie de la population. Mais aujourd'hui, notre pays connaît une grave récession économique. Sachant que ces compagnies multinationales ont légalement reçu l'autorisation d'investir dans la filière aurifère, d'aucuns se demandent pourquoi les caisses de l'État n'encaissent pas les recettes fiscales minières proportionnelles aux quantités de l'or exportées par ces compagnies multinationales. Lors du lancement officiel des activités d'extraction de la société Tanganyika Mining Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis une croissance économique. C'était dans la province de Cibitoke. Les minéraux dont dispose le Burundi est un don de Dieu. Leur exploitation va augmenter ses richesses et doit respecter les normes afin de protéger l'environnement et la population. Malgré ce discours du chef de l'État burundais, la pauvreté au Burundi bat son plein.
Comme le montrent différents rapports des organisations internationales, le Burundi est parmi les pays les plus pauvres au monde, selon les données de World Happiness Report rendues publiques le 20 mars 2017 à l'occasion de la Journée du bonheur. Sur 155 pays concernés, le Burundi occupe la 154e place. Dans le rapport de 2017 du Fonds monétaire international FMI, le produit intérieur brut, le PIB, est inférieur à 300 $ américains, donc en dessous du seuil de pauvreté. Cette institution financière déplore que la part des minéraux dans le budget de l'État reste insignifiante et va décroissant de 2014 à 2019. La société Tanganyika Mining Burundi, depuis l'an 2018, produit 1 kg d'or par jour qui coûte 43 291 $ américains. Par an, cette société a une production de 360 kg d'une valeur de plus de 15 millions de dollars américains, c'est-à-dire plus de 47 milliards de francs burundais. Tony Dorsel Daboroheye, directeur adjoint du Tanganyika Mining Burundi, parle de cette production. Avec l'arrivée de l'usine de traitement de l'or, on va pouvoir avoir une production moyenne mensuelle de 30 kg par mois. Bon, en principe, les réserves géologiques qui sont qu'on compte exploiter ici, c'est aux environs de 14 tonnes d'or. À part Tanganyika Mining Burundi, une autre société, African Mining Limited, a conclu sa phase de prospection et a obtenu un permis d'exploitation de l'or dans la commune de Tihinda, en province Muyinga, sur les collines de Muhadi et Masaka. Dans leurs travaux de recherche, elle utilise une technologie ultra-moderne. Le drone sillonne la colline de Masaka pour relever les données topographiques et tracer le map de l'endroit à exploiter. Sur cette colline de Masaka, African Mining Limited compte extraire 900 kg d'or. Juma Shimirimana, administrateur de cette société, l'explique. Pour le moment, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire nos recherches, mais nos recherches montent sur les études préalablement faites par la société Buminco et la société Flemish. Jusqu'à l'heure actuelle, nous venons de constater qu'ici, sur la colline de Masaka, en zone de Buvumbi, et sur les études préalablement faites, il y a 900 kg de l'or. Côté délai, c'est très trop tôt pour le dire, mais nous avons un permis de recherche de 3 ans. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de 6 mois pour une ouverture d'un permis d'exploitation minière ici au niveau de colline de Masaka. Nous allons faire non possible pour répondre aux délais exigés par la loi burundaise et par les exigences de nos autorités. Il est légitime pour tout Burundais de se demander qui profite des milliards provenant de ces compagnies minières qui ont investi dans la filière de l'or au Burundi. Le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques et la corruption Olucom, Gabriel Ufiri, dénonce l'opacité qui entoure le secteur minier au Burundi. Il implique directement la présidence dans le détournement des revenus miniers et estime que ce secteur profite à une poignée de gens parmi les plus hautes autorités. L'Olicom a fait beaucoup d'investigations dans le secteur minier. En menant ces investigations, nous avons trouvé que les sociétés qui viennent au Burundi, d'une part, exploiter les ressources minières, il a été clair que l'argent en provenance de ces deux autorisations n'est pas déposé sur le compte général du Trésor public. Plutôt, au moment où on a fait les investigations, c'est lors de l'époque où le ministre de l'Énergie et des Mines était Moïse Buchumi, nous avons trouvé que tous les contrats qui étaient signés par ce ministère, les sociétés que l'Olicom a identifiées, dont Léombo, qui a eu par la suite l'exploitation des terres rares au Burundi, toutes les sommes étaient versées sur le compte appui aux bonnes initiatives. Donc, nous avons vu que ce compte était géré directement par la présidence, par deux personnes qui ne sont pas n'importe lesquelles,
le conseiller principal chargé de l'administration et gestion à la présidence et le chef de cabinet civil de l'époque. En faisant des investigations, nous avons trouvé une somme de plus de 3 milliards 600 millions de francs bouts, mais nous savons qu'il y a beaucoup de montants qui ont transité sur ce compte, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, personne n'a eu l'accès sur son compte pour vérification. Voilà pourquoi l'ORICOM ne comprend pas comment l'argent des citoyens, l'argent du pays peut être utilisé sans qu'il y ait des contrôles qui procurent d'espoir pour l'économie burundaise, malheureusement exploité en dehors des normes et exploité pour enrichir un groupe d'individus, malheureusement. Ce qui est sûr, par ailleurs, comme on l'a déjà constaté dans d'autres cas similaires, il est clair que d'abord, dans la plupart des coopératives, il y a des responsables policiers, militaires et cadres de l'État. Ça, c'est clair, ça a été prouvé. Mais aussi, il y a des bureaux, par exemple, le ministre de l'Énergie et des Mines avait un bureau. Certainement que ce bureau continue à opérer dans le domaine des minerais. Le gouvernement du Burundi et ses compagnies multinationales ont conclu des contrats en bonne et due forme. Mais là où le bas blesse, ces contrats n'apparaissent nulle part alors qu'ils devraient être publics, ni sur le site web du ministère de l'Énergie et Mines, ni sur le site de ces deux sociétés, Tanganyika Mining Burundi et African Mining Limited. Selon l'expert indépendant en économie Faustin Ndikumana, pour que l'exploitation minière devienne profitable au pays, le pays devrait signer des contrats équilibrés et ces multinationales devraient publier ce qu'elles paient et le gouvernement les recettes tirées de l'extraction minière. Dans un travail de recherche de Thierry Vircoulon intitulé « Mutation du secteur minier au Burundi, du développement à la captation », Faustin Ndikumana a dit avoir recommandé l'adhésion du Burundi dans l'initiative pour la transparence des industries extractives ITE, ce que le gouvernement du Burundi a rejeté d'un revers de la main. Merci à ma consoeur Darlene. Il a causé. Les élections en cours de préparation au Burundi ne tranquillisent pas certains des réfugiés parce qu'ils ne viennent pas pour apaiser la situation sécuritaire qui est à la base de la fuite de près d'1 million de Burundais. Selon Margarita Valangitse, fondatrice de la maison Shalom, ces élections ne sont qu'un jeu du régime pour continuer son système qui gère illicitement les biens du pays. On l'écoute. Nous avons fui d'abord, il y avait des raisons. Et ce n'est pas comme la Tanzanie qui dit nous avons fui parce qu'il y avait des dettes. Moi, je n'avais aucune dette en banque d'ailleurs. Donc nous avons fui parce qu'il y avait des arrestations arbitraires. Donc ça ne s'est pas arrêté. Nous avons fui parce qu'il y avait des tueries, des crimes contre l'humanité. Ces crimes continuent jusqu'à nos jours. Nous avons fui parce qu'il y avait une telle décadence. Donc tout ça, moi je crois qu'il n'y avait pas de démocratie. Parce qu'il y avait la violation de la Constitution. Et cette violation continue. Donc moi je crois qu'il n'y a pas d'élection. Il y a une mascarade d'élection. Ça va empirer au contraire. Parce que moi, je crois que si on a les yeux, avec mes yeux humains, je crois qu'on s'attend au pire. Mais avec mes yeux de foi, peut-être qu'il y aura un miracle. Et ce miracle, je suis là, je prie, j'ai ma Bible avant de commencer et je prie tous les jours. Je dis au Seigneur, Seigneur, tu fais éclater tes merveilles et que nous ne mettions aucun obstacle. 79 jours d'incarcération de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza.
Il se rendait en commune Moussigati pour un reportage sur des affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Le procès a été mis en délibéré. Le ministère public a requis 15 ans de prison contre Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mosesi et Jide Harimana. Ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils sont incarcérés dans la prison centrale de Boubanz. Nous poursuivons notre journal. La plateforme nationale de la prévention des risques de gestion des catastrophes annonce qu'il s'est établi en raison de 82 personnes au niveau des communes en raison de faire face à la problématique de cette catastrophe. C'est ce qu'indique ce mardi Anissé Niwaruta, directeur général adjoint de la protection civile et de la gestion des catastrophes. Il fait savoir également qu'un terrain est réservé pour les victimes. Dans la mission de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, nous sommes chargés de tirer des plans de préparation et de réponse aux urgences. Et nous utilisons le plan de contingence. Nous avons un plan de contingence national, un plan de contingence au niveau des provinces et des plans de contingence communaux. Et nous avons déjà établi 82 plateformes communales de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Et ce sont ces structures qui sont chargées d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de contingence. La plateforme communale de Nahangwa a élaboré le plan de contingence. Et le plan de contingence nous oblige d'identifier des terrains pour constituer des sites d'accueil des déplacés. Et le problème, c'est que dans la mairie de Bujumbura, il est très difficile d'avoir des terrains. Si on ne peut pas trouver un terrain à côté ou à proximité de là où les personnes victimes d'une situation de catastrophe étaient avant la survenue de cette catastrophe, on sera obligé de les transporter à une certaine distance. Les nouvelles dans le secteur de l'éducation ces derniers jours, il s'observe des messages véhiculés sur les réseaux sociaux visant à diaboliser les syndicats réunis autour de la COSESONA, qui est une coalition d'entraide mutuelle des syndicats des enseignants. C'est ce que dit Victor Ndabanoué ce mardi, président de la COSESONA. Victor Ndabanoué demande au gouvernement de veiller toujours sur ces messages. Ces derniers jours, il s'observe des messages sur les réseaux sociaux allant dans le sens de diaboliser les syndicats et les représentants suite à l'acte posé par la coalition COSESONA, hautement apprécié par le public. Ces messages sont véhiculés par les nouveaux syndicats des enseignants CPEDIC et CGPBU, avec la ferme volonté de nuire aux activités de la COSESONA et de ses représentants en général, et de perturber la stabilité socio-professionnelle retrouvée grâce à la franche collaboration entre le gouvernement et les syndicats des enseignants en particulier. Les 7 syndicats regroupés au sein de la coalition COSESONA voudraient par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Il est impensable qu'il y ait déjà qui fondent des syndicats pour s'attaquer aux activités des syndicats déjà existants, au lieu de mettre en application les projets qui ont présidé à leur création. La mission des syndicats n'est pas donc de s'attaquer au pouvoir public, mais non plus de semer la confusion entre le milieu du travail, source d'insécurité. Les 7 syndicats affiliés à la COSESONA demandent au gouvernement de veiller à ces messages qui, visiblement, tendent à déclencher un mouvement insurrectionnaire sous des prétextes insensés et sans fondement, en vue d'aboutir à des faits autres que les intérêts socio-professionnels des enseignants. Enfin, avant de clore ce journal, l'équipe nationale féminine Inhamba Murugamba a commencé les entraînements vers les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2020 et les éliminatoires de la CAN de moins de 17 ans. Daniela Niyibimenya, la sélectionneuse, indique que les entraînements que les joueuses sont en train de faire sont satisfaisants pour arriver plus loin dans ces compétitions. Suivez. On est dans l'entraînement. On a 3 matchs à jouer. 3 groupes. Pour ces 3 groupes, les moins de 17 ans, c'est elles qui vont commencer à jouer ce dimanche. Elles se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Il y a aussi la qualification des moins de 20 ans et la qualification des seniors pour la CHAN. Ce qui est important, c'est que le football est leur passion.
Et c'est bien parce qu'elles jouent dans beaucoup de compétitions. Elles reçoivent une expérience. C'est pas moi seulement, elles aussi, elles reçoivent une expérience. Car pour aller plus loin, il faut qu'elles jouent beaucoup de matchs. Les matchs amicaux les permettent à ne pas avoir peur et la correction des petites erreurs. Nous avons essayé à corriger quelques erreurs qu'on a vues et puis le match c'est le match. Mais nous espérons que ça va changer. Voilà, c'est par cette nouvelle que je mets un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aux équipes techniques, je vous dis au revoir, à la prochaine.